Kémy, trop contente de t'avoir sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es entrepreneur, mentor, conférencier, tu accompagnes des entrepreneurs à développer leur activité dans l'infoprenariat. Qu'est-ce qu'on aurait besoin de savoir ou de comprendre sur toi, sur ce que tu as vécu, sur ton parcours, pour comprendre comment t'en es venu à faire ce que tu fais aujourd'hui? C'est intéressant de commencer comme ça. Ouais. Euh, je pense la base pour beaucoup de personnes, déjà, mon milieu familial, tu vois, et parce que je pense que jusqu'à un certain âge, voire même toute notre vie, en fait, on est juste une continuité d'une famille, de par nos parents, de par leurs parents, etc. Donc d'abord, famille avec beaucoup d'amour, un père très intelligent qui avait une vision pour moi dès le début. Je suis en partie le fruit de son travail aussi. Donc voilà, un beau cadre familial avec beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute et surtout une mère avec beaucoup d'amour, un père avec beaucoup d'amour aussi, mais un père qui mise sur moi et qui a envie de me voir réussir. Alors, il aurait jamais pu dire dans le digital, il savait même pas ce que c'était à l'époque, mais ça vient de là, déjà, mon envie d'entreprendre, mon envie d'être qui je suis aujourd'hui. Et puis après, une envie de liberté profonde. Alors bon, elle a été remise en question beaucoup de fois, cette liberté. Je pense que c'est un sujet sur lequel on pourra revenir Carrément, ouais. ensemble, qui fait que très jeune, je veux entreprendre. En 2019, je deviens officiellement entrepreneur. Je crée une première agence de marketing. On accompagne des boîtes traditionnelles et déjà des infopreneurs. En 2021, je crée ma première école en ligne qui s'appelait Incubateur by Univertech. Ça marche très bien, vite, honnêtement. Il y a deux choses, hein, beaucoup de travail. Je travaillais acharné à l'époque, j'étais vraiment obstiné par ça. Et aussi de la chance, l'univers qui s'aligne et qui fait que ça roule. Donc très vite, je démarre, je m'associe, on recrute, on a une belle boîte. Je gagne beaucoup d'argent rapidement. Quand je lance mon école, ça marche très bien, on a accompagné plus de 500 personnes. Et arrivé en début 2024, parce que c'est une phase importante et c'est ce qui a redéfini beaucoup de choses aujourd'hui dans ma vie, je tombe malade. Donc j'apprends que j'ai un cancer de stade 4, un lymphome de Hodgkin plus précisément. C'est un cancer de la lymphe, donc dans ton système immunitaire. Et je rentre sur une année complète en 2024 de chimiothérapie, de traitement. À ce moment-là, c'est tout qui se remet en question, hein, dont cette fameuse liberté. Est-ce que j'étais libre avant? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, une année de remise en question qui fait qu'arrivé en fin 2024, je décide d'arrêter les deux boîtes que j'avais. Donc, ma structure qui était mon agence de marketing et ma deuxième structure qui était l'école. Je décide de les arrêter pour tout reprendre. Je prends un petit peu de temps. Et en début d'année 2025, je crée Alchimie Group, qui est ma nouvelle structure, ma nouvelle boîte dans laquelle, tu l'as dit, on accompagne des personnes à créer leur propre formation, leur propre école en ligne pour devenir libre, gagner leur vie et Mm. impacter avec ce qu'ils savent déjà. Et je suis curieuse j'ai envie de rebondir sur plusieurs choses que tu as dit, mais quand tu disais que ton père, il avait un projet pour toi, ou il avait une vision plutôt, Mhm. pardon, pour toi, c'était quoi la vision qu'il avait pour toi à ce moment-là, quand tu étais plus jeune? Elle est encore la même aujourd'hui. Ouais. C'est une vision de grandeur et la vision, l'envie d'avoir un fils qui va plus loin que là où il a pu aller, qui est meilleur que lui, qui est profondément libre. Alors, j'avais pas encore tout compris ce qu'il me disait. Peut-être qu'encore aujourd'hui, j'ai pas tout compris. Mais ouais, mon père, j'en parle souvent quand même parce que c'est, comme je disais avant, celui qui m'a façonné d'une manière à ce que j'ai pu prendre les bonnes décisions et arriver là aujourd'hui. Mm. Et comment justement est-ce que cette vision de la liberté, elle a changé par rapport à ce que tu as vécu début Mhm. 2024 avec la maladie? C'est quoi les leçons que tu tires de ce moment-là? Parce que je pense que peu importe ce qu'on est en train de vivre, et pour les personnes qui nous écoutent, ça peut vachement, je pense, les aider d'avoir quelqu'un qui les aide à accéder à cette sagesse, peut-être sans avoir besoin de passer par la même chose là tout de suite, mais de vraiment comprendre. Finalement, je pense que tu as dû réaliser ce qui était vraiment important, ou en tout cas faire une introspection là-dessus. C'est quoi les leçons principales que tu tires de cette période-là, et comment est-ce que ta vision de la liberté, elle a changé du coup? Le premier point, Ouais. déjà avant même de parler de liberté, parce que tu parles de choses que j'en ai tirées, c'est que seul l'amour compte dans tout. Seul l'amour compte. Quand on arrive à un moment de sa vie où peut-être qu'on ne sait pas si on va se réveiller le lendemain, on s'en fout de ce qu'on a. On s'en fout de
qui on est socialement. On s'en fout d'être beau, moche, grand, petit, gros, mince. La seule chose qui compte à ce moment-là, c'est l'amour qu'on a eu, qu'on a vécu, qu'on a ressenti, les souvenirs autour de l'amour, et l'amour qu'on a à ce moment-là autour de nous et pour nous. Et voilà, la première grande chose, c'est vraiment, et c'est ce qui me drive aujourd'hui, et je pense qu'on n'a pas besoin de passer devant la mort pour le comprendre, c'est que l'amour est tout. Et moi, ça m'a mis pas une grande claque parce que j'avais déjà, comme je disais, un bel environnement d'amour avec ma famille. Très jeune, j'ai rencontré ma femme. J'ai toujours aimé ce que j'ai fait. Mais parfois, je me suis un petit peu éloigné pour aller plus vite, pour aller plus fort, pour gagner plus. Et aujourd'hui, je me rends compte que tous les choix auxquels j'étais heureux d'avoir fait quand j'étais dans ce lit d'hôpital, c'était des choix par amour. Par amour pour moi, par amour pour les gens qui m'entourent, par amour pour les autres. Et ça, c'est vraiment la grande leçon. Et autour de la liberté, ça fait partie aussi de ça, c'est que moi, quand j'étais jeune, j'entreprenais pour être libre, mais être libre pour moi, c'était clairement gagner de l'argent. C'était ah, je vais être riche, je vais être libre. Et je crois que pour beaucoup de personnes, ils sont dans un schéma dans lequel ils pensent que, voilà, ah, quand je vais gagner X, je serai libre. Ah ben moi, si j'étais plus riche, ben moi aussi, je serais libre. Hein. Alors qu'en fait, je me suis rendu compte, au fur et à mesure de cette traversée, je dirais, que la richesse donc pécuniaire, hein, l'argent, avait finalement très très peu d'impact. Alors oui, d'extérieur, c'est la liberté, je dirais, technique. Tu sais, je peux acheter un billet d'avion, je peux aller là, je peux m'acheter une belle montre, une belle voiture. Donc voilà, mais celle-là, elle vaut plus grand-chose dans les moments réels. Et donc que tout ce chemin-là d'entrepreneuriat où je me prétendais libre, d'ailleurs, j'apprenais même aux gens à être libres à l'époque. Parce que je pensais, c'était ma définition de la liberté. Et en fait, non, je leur apprenais juste à gagner de l'argent. Ça fait partie d'une première partie, hein, c'est un premier game, tu vois. Complètement. Mais après, il y a tout un autre travail. Et il y en a même d'ailleurs que toute leur vie, ils pensent que quand ils vont avoir de l'argent, ils vont être libres. Il y a deux solutions. Soit tu meurs avec cette idée et tu peux mourir heureux en pensant que tu aurais pu. Soit tu le deviens riche, tu as de l'argent, tu peux aller où tu veux, quand tu veux, si tu veux. Et là, tu te rends compte que tu n'es pas libre. Et soit tu arrives à gagner, ou du moins je pense qu'on ne gagne jamais, mais être dans le bon chemin de ce deuxième jeu à craquer, de la profonde liberté de soi, de penser, d'être, ou soit mais tu déprimes. Et j'en connais des gens qui sont passés de pauvre ou de milieu normal à waouh, je vais être blindé, je vais être libre. Ils arrivent à blinder, je suis libre. Ils n'ont jamais été aussi peu libres de leur vie. Et surtout, ils ont la grande déception, la grande désillusion de bah, je suis là, je suis censé être trop happy tous les matins. Et en fait, il n'y a pas grand-chose de plus qui se passe, tu vois. C'est trop intéressant ce que tu dis. Comment est-ce que... C'est quoi ta définition de la liberté aujourd'hui par rapport à avant, justement? Parce que moi, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, dans le sens où la liberté avec l'argent, on a vraiment l'impression que l'argent, c'est ce qui te permet d'avoir du pouvoir, en fait. Le pouvoir de choisir pour toi-même et de ne pas être restreint dans tes choix. Mais finalement, dans ce que tu dis, tu peux gagner beaucoup d'argent et être prisonnier d'un certain mode de vie. C'est quoi ta définition aujourd'hui de la liberté? C'est quoi quelqu'un qui est réellement libre? Pour moi, c'est quelqu'un qui accepte. Parce qu'en fait, si je te dis c'est la liberté de faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut, c'est pas vrai. La vie, elle fait que c'est pas possible. Il faut arrêter le monde des bisounours et de croire ou de vendre qu'il existe un monde où il n'y a pas de contraintes. C'est pas vrai. Il y a des contraintes. Tu fais pas ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Tu peux être millionnaire ou tu peux être pauvre, ça revient au même. Ça, c'est pas vrai. Et donc moi, j'ai accepté profondément ce truc-là de ça n'arrivera jamais dans ma vie. C'est pas vrai. Moi, quand je suis avec ma fille, je change chaque couche pleine de caca, j'ai pas envie d'être là. Mais c'est vrai. J'adore. Quand j'ai des problématiques entrepreneuriales, de business, de croissance, d'équipe, quelqu'un dans l'équipe qui se sent plus bien, et donc qui n'est pas là pendant un mois, par exemple, et qui a des gros problèmes qui arrivent parce que son poste était important, j'ai pas envie de le vivre, c'est difficile, c'est chiant. Et pourtant, je dois l'être. Et même, d'ailleurs, si tu cherches dans la liberté plus de contraintes et une vie simple, fais surtout pas de l'entrepreneuriat. Tu vois ? Donc, ma définition qui est assez courte, c'est t'es libre le jour où t'acceptes de ne plus l'être. Le jour où profondément, t'es OK.
C'est OK que ici, maintenant, je suis peut-être pas à l'endroit que je voudrais. Attention, on travaille, on œuvre pour aller ailleurs, et pas que géographiquement, ailleurs mentalement, dans la situation dans laquelle on est. Mais même quand tu vas arriver ailleurs, tu auras des nouvelles contraintes, tu auras des nouveaux problèmes, tu auras des nouveaux imprévus. Et donc, si tu cherches la liberté dans plus de contraintes, tu l'auras jamais. Donc, elle est plutôt dans, allez, sois malléable. Ouais. Choisis d'accepter. Ouais, et choisis tes contraintes, les contraintes qui te correspondent. C'est quoi ta définition du succès aujourd'hui par rapport à il y a quelques années? Tu vois, tu as vécu plein de chamboulements, tu t'es posé plein de questions, tu as partagé pas mal de choses aussi sur tes réseaux et je trouve que c'est hyper inspirant que tu aies eu le courage de partager tout ce cheminement, pas seulement ce que tu vivais à l'extérieur, mais aussi ce qui se passait à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, c'est quoi ta définition du succès? C'est quoi la vision que tu as du succès et de la réussite? C'est marrant cette question parce que déjà, effectivement, et tu me la poses pour moi, donc je vais parler pour moi déjà. Je pense qu'on a tous une définition individuelle de notre réussite. Mais comme je le disais tout à l'heure, j'ai compris que c'était l'amour, la réussite. L'amour de soi, l'amour des autres pour nous. Et en fait, aujourd'hui, la définition de la réussite, ma définition de la réussite, elle va plutôt être dans le fait que mes journées ressemblent le plus possible à ce que j'aime. Et ce que j'aime, aujourd'hui, c'est de ne pas me mettre de réveil. C'est me lever tranquille, c'est pas d'aller voir un Google Agenda et de dire ah bah là je fais ça, je suis en bloc A de productivité, B de... C'est plus ça mon kiff à moi, c'est plus ça mon kiff à moi, c'est d'être en amour avec mes parents, avec ma femme, avec ma fille, c'est d'œuvrer dans des projets qui m'animent pour la grandeur. Alors dans ça, il y a de l'argent, il y a l'impact, il y a les équipes, il y a construire un projet, mais in fine pour le plaisir de faire, pour la grandeur. Et donc, voilà, ma définition du succès, de la réussite aujourd'hui, c'est d'essayer de tendre vers les journées que j'aime. Et pas les journées dans une semaine, aujourd'hui. Et en fait, demain, ma définition de la réussite, elle sera différente. Parce qu'aujourd'hui, je fais ça. Demain, je vais faire autre chose. Mon but, c'est pas d'avoir une ligne d'arrivée. D'ailleurs, on n'en a jamais. On peut toujours courir, tu vois. C'est pas d'avoir une ligne d'arrivée, c'est qu'au quotidien, je fais des choses qui, pas tout le temps, qui me plaisent le maximum. Et qu'à la fin du mois, si je fais une petite rétrospective, je me dis, j'ai passé pas mal de moments quand même dans des choses que j'étais bien et à l'aise, tu vois. Complètement. Ouais, j'aime beaucoup cette définition. C'est quoi le rôle que ta femme a joué dans tout ton parcours et c'est quoi l'importance selon toi d'avoir un partenaire d'avoir la bonne personne plutôt à nos côtés? Il y a deux choses, j'ai envie de rebondir sur la bonne personne. Ouais. Moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas la bonne personne. Ah, intéressant. Tu vois, il y a le bon couple. Ok, tu peux nous expliquer un peu ce que Mais parce que j'ai l'impression que dans les relations amoureuses, il y a beaucoup de femmes et d'hommes, surtout les femmes en plus, c'est un trait que je vois plutôt chez les femmes, qui sont à la recherche de la bonne personne. Ah, lui, c'était pas le bon pour moi. Ah non, mais je recherche la bonne personne. Alors qu'en réalité, dans les faits, je parlais que de ma petite expérience à moi, je crois pas que j'étais la bonne personne pour ma conjointe. Je crois pas que ma femme, c'était la bonne personne pour moi. Je crois surtout qu'on a décidé à un moment de créer quelque chose de bon pour nous et qu'on l'a façonné, qu'on l'a sculpté et qu'on est devenus les bonnes personnes pour l'un et pour l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc dans cette recherche de beaucoup de femmes et d'hommes, mais notamment les femmes, je dois chercher l'homme que j'aime, et limite des fois ils se posent comme si c'était un business plan, moi j'aimerais bien qu'il soit comme ça, qu'il soit plutôt comme ça, tu sais, ils se mettent des traits de caractère comme un Pokémon, tu vois, et je crois que ça n'arrivera jamais, et que même notre idéal sur papier, quand on va le voir en face de nous, il n'y aura pas de goût, tu vois. Donc dans ces relations-là, et c'était juste pour rebondir sur la bonne personne, je crois déjà qu'il n'y a pas de bonne personne. Il y a deux personnes qui créent le bon truc en commun, tu vois, le bon amour, entre guillemets. Et après, sur l'importance du conjoint ou de la conjointe dans sa vie, globalement, en réalité, dans ses projets, dans ses difficultés, etc. Je pense qu'il devient incroyablement bon d'avoir quelqu'un à ses côtés le jour où on comprend qu'on n'a pas besoin d'elle ou de lui. Quand on était plus jeune, donc pour donner un peu de contexte, je suis avec ma femme depuis qu'on a, elle, 13 ans, moi 14 ans. Waouh! Ah, c'est incroyable ça! Donc elle était en sixième au collège et moi j'étais en cinquième. Ou l'inverse, ou alors en quatrième et en cinquième, mais bref, t'as compris. Et
Et au début, on avait un amour très enfantin et aussi très peu mature on a envie d'être tout pour l'autre. On a envie d'être son univers. On a envie que l'autre nous dise « si t'es pas là, je meurs ». Tu vois. Et c'est vrai que c'est beau dans les films, dans les livres. C'est trop beau, tu vois. J'ai un amour aujourd'hui, et on l'a en commun, hein, un petit peu plus terre à terre quand même. Tu vois. Un peu plus dans on est bien ensemble, c'est vrai. Mais seul, on est bien aussi. Et dans cet amour-là, où je pense que c'est l'une, et j'ai tellement de choses encore à vivre, ça fait que 13 ans aujourd'hui qu'on est ensemble. Je ne vais pas donner de leçon à qui que ce soit, je rencontre des gens qui ont 20, 30, 40 ans de couple. On est encore des bébés, tu vois. Mais dans notre petit chemin, je trouve que j'ai vécu l'amour, j'ai expérimenté l'amour profond le jour où j'ai compris qu'il n'existait pas comme on nous l'avait présenté. Ce truc-là, le prince, la princesse, il est beau, il fait tout pour elle, et elle fait tout pour elle. Et l'un sans l'autre, ah non, c'est des inséparables, c'est des oiseaux. Tu vois, ces trucs-là. Non, on a tous les deux grandi, on a tous les deux compris que on faisait partie de notre système, mais qu'on n'était pas le système en lui-même. Et ça a permis beaucoup de liberté chez chacun, et surtout un amour qui, je pense, est plus pur aujourd'hui, un amour où on se regarde et on se dit t'es là, t'es pas là, c'est bien. T'es là, c'est un peu mieux, mais c'est ok, tu vois. Ouais, c'est hyper inspirant, je trouve. Et je trouve ça vraiment hyper important de réussir à être sa propre personne et d'avoir son propre monde en dehors de son partenaire ou de sa partenaire. Et du coup, si on revient sur le sujet de l'entrepreneuriat, de développer son business et trouver sa voie, moi, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent souvent et qui me disent je sais pas c'est quoi ma voie, je sais pas où est-ce que je suis censée aller, qu'est-ce que je suis censée faire. Et je pense que tu accompagnes pas mal de personnes dans ce terrain-là, justement, à trouver leur alignement, trouver leur justesse. Pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur conseillerais d'explorer ou de faire pour commencer à trouver ce qui est vraiment juste pour eux, ce qui est aligné pour eux, et peut-être se lancer dans ce domaine-là? En fait, ça va être un peu plus simple qu'on le croit, souvent. Alors, il y a les exercices, effectivement, comme un ikigai, des choses qu'on entend souvent. Mais il y a aussi des choses plus bêtes qui est qu'est-ce que t'aimes faire? Qu'est-ce que t'aimes faire? Qu'est-ce que t'aimes faire? T'aimes bien parler aux gens? T'aimes bien aller boire des verres tout seul? T'aimes bien regarder des séries? Tu vois, qu'est-ce que t'aimes faire? Parce qu'en fait, on croit, et c'est peut-être parce qu'on a grandi comme ça, et peut-être l'école nous a appris ça, mais que limite, il va aller se faire du mal pour faire un truc qui rapporterait de l'argent, etc. Alors que finalement, dans l'alignement et dans le business, même si je pense qu'on peut revenir dessus, je n'ai moi-même pas encore trouvé la solution ultime de l'alignement continu dans le business. Je pense qu'on peut revenir. Parce que business et alignement, c'est quelque chose qui me passionne, mais en même temps, c'est quelque chose de très paradoxal et très compliqué. Mais je pense qu'on pourra en revenir, mais pour aller sur le sujet de comment je trouve mon alignement et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc, comme tu as dit, moi, j'accompagne des gens à créer leur programme d'accompagnement dans des choses qu'ils aiment. Donc, nous, la première chose qu'on fait, c'est de dire à la personne, qu'est-ce que tu aimes? Et là, je lui dis, fais-toi plaisir. Dis-moi même des trucs, et jamais tu crois que tu peux créer un business autour de ça. Tu vois, vas-y. Et il nous lâche des trucs. Ah ben, moi, j'aime la musique. Ben, moi, j'aime les chiens. Ben, moi, j'aime... la relation parent-enfant, moi j'aime tout ce qui est autour du couple, moi j'aime courir. Trop bien, tu sais que tu peux créer un business autour du fait que tu aimes courir et que tu as déjà fait des marathons. Ah bon? C'est possible ça? Et en fait, ils ne s'octroient même pas le droit d'imaginer que les choses qu'ils aiment, ils peuvent en faire quelque chose de monétisable, tu vois. Donc c'est va chercher des choses que tu aimes au quotidien, et souvent ça, on a ces trucs là depuis qu'on est petit. Puis qu'on est petit, souvent on aime bien faire les mêmes trucs, tu vois. On est à l'aise quand on est avec les gens, on est à l'aise quand on aide quelqu'un, on est à l'aise quand on lit tout seul un livre, on est à l'aise quand on nous demande notre avis, on est à l'aise, tu vois. Et ensuite, le deuxième point, c'est de demander aux autres ce qu'ils trouvent qu'on fait bien nous. Tu vois. J'aime beaucoup ça, ouais. C'est d'aller voir les personnes et leur poser quelques questions. Déjà se dire, nous déjà seuls, quand les gens ils viennent me voir, souvent c'est pourquoi. Tu sais, on a toujours le pote qu'on appelle dans nos relations, dans nos problèmes de couple. Le pote qu'on appelle pour les trucs, les problèmes de couple, mais plus de couple, plus des trucs de crush, des trucs un peu plus différents. L'autre qu'on appelle pour le sport, parce que ça a toujours été dans la team, celle ou celui qui gère bien le truc. Et donc je leur dis déjà, vos amis, en quoi ils vous sollicitent régulièrement? Ça, c'est une très bonne question que les gens ils se posent pas du tout. Je pense pas, non. Donc c'est déjà en quoi ils te sollicitent. Et ensuite, c'est aller les voir. Alors, tu trouves que je suis un peu meilleur, même un tout petit peu, hein?
dans Dans quelque quoi? chose, dans Mm. quoi, qu'est-ce que t'aimes chez moi. Et donc en fait, en ajoutant ce que t'aimes faire, et tu le listes, ce que t'aimes faire, tu vois, au quotidien, et même des trucs cons. Je suis tombé sur quelqu'un la dernière fois sur Instagram, il aide les personnes à créer leur colonie de fourmis. Waouh, ok, C'est un c'est truc de hyper fou. spécifique ça. Mais c'est trop chelou en C'est fait. un. J'ai aidé moi personnellement un mec qui aidait les tintinophiles à se développer. Un tintinophile, c'est les collectionneurs de Tintin, c'est la bande dessinée. Et donc il collectionne les bandes dessinées, les figurines, et il a créé son accompagnement pour aider les autres à mieux collectionner leur Tintin, à pas faire d'anachronisme, genre cette statue ne peut pas aller avec celle-là en Afrique, parce que Tintin n'est jamais allé en Afrique avec Milou, enfin, c'est pas mon Mhm. domaine, mais t'as compris. Mhm. Et en fait, donc déjà, regarde ce que t'aimes, et même des trucs un peu tordus, même des trucs... Si toi t'aimes bien un truc, c'est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre dans ce monde qui l'aime bien, tu vois. Mhm. Demande aux gens en quoi ils aiment que tu leur conseilles, avec qui tu parles, et toi-même, pose-toi la question de, voilà, en général, les gens, ils viennent me chercher pourquoi. J'adore ce framework et tu vois, c'est génial parce que les gens, ils peuvent l'implémenter dès maintenant, Tout de tout de suite. suite. Euh, Comment tu abordes le sujet de la légitimité et du syndrome de l'imposteur pour les personnes qui, justement, ont envie de se lancer, qui ont envie peut-être, ou peut-être qui sont déjà un peu lancés, mais ils ont envie d'appuyer sur la pédale d'accélérateur et de vraiment s'affirmer dans le sujet ou le domaine qui les intéresse, mais ils se sentent freinés, ils ont l'impression d'être un peu un imposteur, d'être ridicule, de ne pas avoir assez de légitimité, de diplôme, de qualification, etc. C'est quoi ta vision à toi de la légitimité et du syndrome de l'imposteur? Souvent, ce que je dis, je réponds à cette question, je renvoie une question à la personne à chaque fois qu'elle me dit ou qu'il me dit non, mais je pense que je suis pas légitime et tout. Et la dernière fois, c'était une femme qui accompagne et elle a créé un programme d'accompagnement pour aider les mamans dans leur postpartum jusqu'à 3 ans, je pense, quelque chose comme ça. Donc, elle aide les futures mamans ou les déjà mamans à mieux vivre leur grossesse, leur accouchement, la reprise après l'accouchement C'est de un plein beau de choses. projet, ouais. C'est un super projet. Elle me dit, ah, mais moi, je pense que je suis pas sûr de pouvoir aider, etc. Et elle a 3 enfants. Et elle a peut-être 40, 50 ans, entre 40 et 50 ans. Et je lui dis, ok, est-ce que tu penses que tu pourrais aider la Sylvie d'il y a 20 ans? Mmh. Mets-toi, voilà. Euh, réimagine Sylvie il y a 20 ans, quand c'était son premier enfant. Est-ce que tu penses que tu peux lui donner un coup de pouce dans sa vie? Et là, elle me regarde, elle a l'illumination, tu vois. Bah ouais, elle était trop nulle, la Sylvie d'il y a 20 ans. Entre deux, j'ai eu 3 enfants, j'ai pris en maturité, j'ai grandi, j'ai pris de l'expérience. Et je lui dis, bah alors, est-ce que tu penses que tu peux pas aider la Sophie de 20 ans aujourd'hui, qui a son premier enfant et qui aimerait avoir quelqu'un qui l'aide à retrouver son corps, etc., etc. Et elle me dit oui. Et donc, la grande question que je pose aux gens qui m'écoutent, ceux qui peut-être se disent aujourd'hui, oui, mais est-ce que je vais vraiment pouvoir aider la personne, etc., je lui dis, ben, pose-toi cette question. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu pourrais aider le toi il y a 20 ans sur le sujet en question? T'es passionné de photo, t'es passionné de course à pied, t'es passionné de... Et très souvent, la personne, elle va te répondre instinctivement, bah, bien sûr que oui, ça fait 10 ans que je fais des marathons. Si j'avais pu être déjà dans la tête de moi il y a 10 ans, quand j'étais à mon premier, j'en aurais évité des bêtises. Et j'aurais été prêt à payer le prix pour éviter ces bêtises, tu vois. Ouais, c'est trop intéressant. Est-ce que toi, personnellement, tu as déjà eu ce syndrome de l'imposteur? Bien sûr, Et bien comment sûr. tu as fait pour le dépasser? Je me suis posé la même La question même que je viens de te question? dire. Ouais. Tu vois, quand je crée mon accompagnement, mon premier, donc mon école digitale en 2021, un incubateur, donc j'aide les gens à créer leur propre agence. Mhm. J'avais une agence depuis 2 ans Ok. et on avait eu une ascension fulgurante. Et donc mes premiers coachings, les premières personnes qui achètent chez moi, je me dis non mais est-ce que je suis suffisant? Est-ce que et après alors je me posais pas cette question de manière aussi consciente qu'aujourd'hui, mais je pense que je me le suis dit. Je me suis dit non mais le Kémy il y a 2 ans, entre le j'aimerais créer une agence et le Kémy de à l'époque on devait déjà faire 1 million, 1,4 million à l'année de chiffre d'affaires. On avait une petite dizaine de collaborateurs. Est-ce que tu penses que tu peux l'aider? Et la réponse, c'est un big oui, tu vois. Le Kémy, il n'y avait rien, qui savait même pas ce que c'était une agence. Au Kémy, qui fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an avec son truc et qui a recruté, etc. Mais il y a un gap monstrueux. Et c'est toujours dans les moments de doute que je me dis, et encore aujourd'hui, ça m'arrive des fois quand on est dans une plus grande salle ou devant des gens encore plus compétents. Et je me dis, ok, est-ce que tu penses que tu peux aider le Kémy qui était à sa situation?
Et tout le temps, c'est un oui, tu vois. Tout le temps. Ouais, Tout c'est le un temps, tu vois. super framework. Bah ouais. J'aime beaucoup cette question. Et il y a un autre truc aussi, petit truc assez bête et méchant, mais qu'il faut le comprendre, c'est que vous devez pas être les meilleurs pour aider dans votre domaine. C'est-à-dire que tu fais du basket depuis 10 ans, tu as joué dans un niveau régional, tu étais bon dans ton équipe, mais tu n'as jamais été une star. Tu peux aider le jeune qui veut commencer le basket. Oui, c'est vrai, tu vas pas aider Tony Parker. Tu n'es pas du tout légitime, tu n'as rien à lui apprendre, je pense. Par contre, voilà, tu peux faire le 0 à 20 et aider les gens à 0 jusque 20. Et après, ils iront voir ailleurs, chercher des choses nouvelles. Et t'es pas obligé de te dire à chaque fois ah ouais, mais moi je suis moins bon, tu seras toujours moins bon que quelqu'un, moins expérimenté. Et surtout, aide déjà la personne à faire ce chemin. Il est déjà énorme ton chemin, tu vois. Et après, ils iront voir des gens plus compétents pour développer différemment, pour exploser. Et plein des personnes que les gens qui nous écoutent vont accompagner, ils voudront même pas aller plus loin. Ils sont très bien à 20, tu vois. Ils sont très bien. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que très souvent, on a cette croyance où on se dit, mais je maîtrise pas tout. Je suis pas au bout du chemin. Et comme tu dis, il n'y a pas de bout dans le chemin, en fait. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il faut juste avancer et se dire qu'il y a des personnes derrière toi qui ont besoin de ton aide. 100%, tout le temps. Même Tony Parker, je pense que c'est pas le meilleur pour coacher une équipe de NBA, tu vois. Donc à partir de là, il y a personne qui fait rien, quoi. Complètement, c'est vrai. C'est quoi les qualités indispensables que tu observes chez les entrepreneurs qui réussissent à développer leur business, que ce soit peut-être réussir à scaler, je sais pas, de 0 à 6 chiffres, à 7 chiffres, peut-être aussi se développer, peu importe, développer leur visibilité, leur business, leurs revenus. C'est quoi les qualités que tu remarques presque systématiquement chez ces entrepreneurs-là? Je vais te dire un truc qui est hyper contradictoire, je crois que c'est fou de dire ça, mais c'est la vision court-termiste. Ok, vas-y, explique-moi. En général, quand tu vas poser cette question, très souvent, et moi on me l'a souvent dit, c'est des gens qui ont une vision à long terme, qui réfléchissent sur 10 ans, etc. Et en fait, je me suis rendu compte dans ma petite expérience pour moi et pour les gens que j'ai accompagnés, que c'est ce qui tuait les gens. J'ai des gens aujourd'hui qui viennent me voir, qui ont vendu une première formation ou une deuxième et qui me regardent et qui disent « Non, mais Kémy, c'est difficile parce que quand je vais devoir scaler à 150 personnes par mois, ça va pas être la même chose, ça va être trop compliqué. » Et en fait, ils se brouillent le cerveau et moi, je la regarde et je lui dis « Non, mais déjà, vends-en 5 de plus. » Et en fait, le chemin qui va faire que tu vas vendre 5 de plus pendant tout ce temps, tu vas être meilleur, tu auras plus d'argent pour investir et créer une structure, tu seras un meilleur entrepreneur. Et en fait, donc, premier point, c'est vraiment ce truc de arrêter de vouloir penser trop loin. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas du tout une vision à long terme. Il faut une vision à long terme de j'aimerais être là-bas, mais laissez le là-bas pour le là-bas. Tu vois, réfléchis à plus court terme. C'est très bizarre ce que je dis, mais qu'en fait, je le vois sur quasiment, je crois, 9 personnes sur 10 en débutant entrepreneur, c'est qu'ils pensent trop loin, en fait. Tu vois, ils sont au tout début. Ils n'ont même pas encore vendu leur premier, deuxième, cinquième accompagnement ou même prestation de service dans tous les domaines, tu vois. Et qui sont déjà en train de se brouiller le cerveau avec des problématiques de scale, par exemple. C'est pas le moment. Ça, tu penses pas que c'est du perfectionnisme ? Tu vois, une forme de « j'ai besoin de savoir toutes les étapes du chemin qui mènent jusqu'au sommet de la montagne et d'être préparé à toutes les étapes, sinon j'y vais pas. » 100%. C'est ça, et les gens, ils sont pas patients. Tu vois, on manque de patience. Vas-y, doucement. Vends déjà tes 2 premiers trucs, fais-en 2, 3, fais ça pendant 8 mois s'il faut, c'est déjà super bien, tu vois. Et après, réfléchis autrement. Parce qu'en fait, déjà, tu vas pas voir le problème que tu auras dans 2 ans en développement. C'est impossible que tu l'imagines aujourd'hui. Deuxièmement, si tu le vois, il va te tétaniser, alors que ce même problème, avec l'expérience de plus, les moyens financiers de plus, et la structure en plus, ça se règle en une demi-journée. C'est tellement... Ce que tu dis là, c'est hyper... Je pense que les gens... Je sais pas si les gens ils réalisent l'importance de ce que tu es en train de dire, c'est que il faut se donner la possibilité d'avancer et de faire la prochaine étape, puis la prochaine, pour que chaque prochaine étape devienne beaucoup plus accessible, au lieu d'essayer de maîtriser l'étape 100 de ton chemin quand tu es à l'étape 0 100%. En fait, ou 1 ou 2. Ouais. 100% parce qu'en fait, les personnes, ils sont effectivement, pour le coup, je le dis, pas encore assez. Pas assez expérimentés, pas assez de capital, pas assez de structure, pas assez d'équipe. Je te donne les problèmes que j'ai là aujourd'hui dans mon quotidien aujourd'hui, avec la taille de boîte que j'ai, etc. À quelqu'un qui démarre, tu vois. Mais c'est bon, il bouge plus.
bouges plus. Ouais. C'est des trop grosses sommes d'argent, c'est des trop gros problèmes, tu bouges plus. Tu vois, si je m'étais donné les problèmes que j'ai aujourd'hui, structurellement, d'entrepreneuriat, de scale, comme tout le monde, quand j'étais à mon 2e client et à 10 000 € par mois, j'aurais arrêté. Alors que finalement, en grandissant, ces problèmes-là, on va les gérer, tu vois. C'est pas la mort. Donc vraiment, retenir ça, c'est l'un de mes plus grands conseils, je pense, que je peux donner à ta question. C'est vraiment, allez pas trop vite et faites doucement. Et là, en plus, il y a un truc, parce que je pense qu'il y a beaucoup de publicité qui passe sur la scalabilité, le scale, l'automatisation. C'est votre pire ennemi au début. Automatisez pas, faites un pauvre groupe WhatsApp. Tu prends 5 personnes par mois. Ça gère, tranquille. Réfléchis après. Tu vois. Ouais, j'aime beaucoup ce... Ouais, c'est très, très, très vrai. Mais justement, en parlant de ça, et pour les personnes qui ont envie d'appliquer ce conseil, dès maintenant, tu vois, ils nous écoutent et ils ont envie d'appliquer ce conseil, comment tu leur conseillerais de se fixer des objectifs? Par exemple, est-ce que tu leur conseillerais de se fixer des objectifs précis, chiffrés, pour une période de, j'en sais rien, 6 mois, 1 an, peut-être 1 mois, peut-être 3 mois? Comment tu aborderais la chose pour que, justement, on arrête de se focaliser sur le trop long terme et qu'on reprenne du contrôle sur le court moyen terme? Ce que j'aime bien, moi, amener à ça, c'est toujours un sprint de 90 jours. 90 jours. Ouais, Ok. fonctionne en sprint de 90 jours et voir si tu es au tout début, que tu n'as pas encore le mindset de l'entrepreneuriat et tout. Et la personne qui nous écoute, il faut pas qu'elle se commence à se dire non, mais comment je sais que je l'ai pas? Tu sais si tu l'as, tu sais si tu l'as pas. Tu vois, y a pas de... Et c'est normal, c'est OK, hein, tu viens de démarrer, tu vois. Sans que tu es vraiment débutant, va même en mois par mois. Et si globalement, moi, par exemple, aujourd'hui, je suis en 90 jours sur beaucoup d'objectifs et d'autres 1 an parce que la structure de la boîte m'oblige, tu vois. Ok. Mais sinon, ouais, 3 mois, c'est très bien. Il y a Ouais. tellement de choses qui se font. En même temps, ça va très vite. Parce qu'en fait, après, je me suis rendu compte, en tout cas pour moi, peut-être je suis mauvais, tu vois. De ma vie, j'ai jamais fixé un objectif en janvier pour décembre. Et en décembre, on était à cet objectif. J'ai de la chance. En général, je les ai doublés ou triplés. Ok. J'ai de la chance. Je Mais sais pas si c'est de la peut-être- chance. Et c'est du travail aussi. Mais peut-être que même cet objectif, je l'ai triplé. Mais en me l'ayant donné, j'ai réduit le champ des possibles. Et que je suis content de l'avoir triplé alors que j'aurais fait x10 si je l'avais pas mis. Tu comprends dans l'autre sens? Tu penses ça? Bah ouais, parce qu'en fait, quand tu dis, bon, par exemple, ouais, cette année, je vais faire 1 million. Ou même, parlons plus petit. Cette année, je vais faire 120 000. Ça fait 10 000 € par mois. Tu structures ton esprit, ton énergie, les choses très concrètes, ton ordi, tout. Tu structures ta structure pour faire 120 000. Et tu t'arraches pour ça. Donc, il faut dire la vérité, tu te limites potentiellement, dans un sens. On est d'accord, tu te limites parce que dans ta tête, tu dois faire 120 000. Alors que finalement, c'est fou de dire ça pour certaines personnes qui m'écoutent, mais 120 000, c'est rien. Tu vois? Et dans l'autre sens, eh bien, quand tu vas arriver vers ces 120 000, tu vas ralentir automatiquement. Tu vois, regarde, je vais te donner un très bon exemple pour que j'arrive à vraiment faire parler ce que je suis en train de dire. Tu fais de la course à pied un petit peu, tu cours un peu? Franchement, j'ai couru pour la première fois, Ouais. vraiment, il y a quelques semaines, et c'était très difficile. Ben, c'est suffisant. Ouais. C'est suffisant et je pense que tu vas le ressentir. Quand tu pars tu sors de chez toi et que tu pars pour un 5 km. Exact, Tu vois. j'ai fait 5 km. Nickel. T'arrives au 4e, ça devient vraiment dur. Même avant, franchement. Même avant. Tu pars le lendemain et tu dis je vais faire un 10. Au 4e, c'est facile. Globalement, c'est pas magique, hein, mais c'est beaucoup plus facile. Et moi, je le vois, j'ai couru beaucoup dans ma vie. À chaque fois, le dernier, il est dur. Alors que merde, la veille, j'étais parti pour faire un 20. Et au 10e kilomètre, c'était easy parce que je savais que j'étais à la moitié de l'objectif. Et en fait, dans pas mal de choses, on s'auto-restreint en voulant absolument mettre des chiffres, absolument mettre des limites, alors qu'il n'y a pas de limites et que surtout, ça va réduire tout, ta structure, ton énergie, etc. Donc laisse-toi surprendre. Et c'est peut-être un petit peu compliqué à entendre, mais laisse-toi. Peut-être tu feras moins, hein, c'est possible aussi, tu vois. Mais peut-être tu feras plus et beaucoup plus. Moi, en tout cas, je me suis limité dans ma vie en mettant des objectifs. Mais à très long terme. Je crois que c'est la première fois que j'entends ça, et je trouve ça hyper intéressant quand je réfléchis à ma manière de fonctionner. Et je trouve que, si je suis complètement honnête, il y a quelque chose de très vrai, en tout cas dans ce que tu dis pour moi personnellement, c'est que
à chaque fois que je me suis fixé des objectifs et que je les ai atteints, c'est des objectifs chiffrés Mhm. d'argent, même de visibilité, etc. C'est vrai qu'il y a eu un moment où c'est comme si je ralentissais un peu. Mais en même temps, il y a une autre part de moi qui me dit oui, mais si je sais pas exactement où je veux aller et que je me challenge pas à vraiment me fixer un objectif qui est un peu Mhm. ambitieux mais réaliste, c'est comme si mon cerveau, il, il savait pas exactement où mettre l'accélérateur ou tu vois où se diriger, tu vois. Et du coup, est-ce que je perds pas aussi en intensité et en résultat si je me fixe Carrément. Je pas de... comprends 100% ce que tu dis et c'est pour ça que c'est très rare que, sauf sur des choses parfois très rationnelles, mais c'est très rare où je vais dire ah, c'est la méthode ou c'est la solution, tu vois. Moi, ça me va bien de faire ce que je t'ai expliqué. Mm. D'autres ont besoin d'être drivés par ces choses-là, par des choses très précises, etc. Je pense qu'il n'y a pas de règle. En tout cas, Ouais. pour moi, ça me porte de fonctionner comme ça, avec quand même des objectifs de moyens, et pas forcément des... Et ces objectifs-là, je te le disais juste avant, je les ai à 3 mois, À 3 mois, tu tu te vois. fixes des objectifs Voilà, à 3 mois. Et précis. très précis, ouais, Ok, ouais, ouais. ouais, ok. Le truc classique, là, smart, Hmm. mesurable, atteignable. Regarde sur Internet, mais trucs très classiques. On le fait avec les équipes, sur 3 mois. Ok. Et sur un an, souvent, on se tape des délires. Mais je sais que c'est des délires. En tout cas, pour moi, ça n'a jamais marché. J'ai jamais mis un truc et on y a été. Voilà, peut-être je suis pas bon, tu vois, mais on n'a jamais réussi. Donc, Ah, c'est intéressant. Et c'est quoi pour toi le rôle de la foi, de la spiritualité dans ce que tu fais dans l'entrepreneuriat? Est-ce que ça a une place? Est-ce que c'est pas forcément... Je suis curieuse de savoir si tu as une approche là-dessus qui mêle un peu les deux ou si tu es assez cartésien ou pragmatique ou tu es vraiment axé sur ça. Parce qu'on parle beaucoup de ouais. manifester, d'attirer, de matérialiser ses objectifs, tu vois, d'avoir une vision et de, tu vois. Est-ce que toi, tu as cette vision-là? Oui, parce que je mets le business, l'entrepreneuriat au même ordre que tout. C'est-à-dire que je le mets sur la même règle que tout dans l'univers. Le sport, Mm. l'amour, les relations. Donc, oui et non. Non, pas un truc pour l'entrepreneuriat précis, mais globalement, oui, en fait, parce que globalement, tu t'attires ce que tu es, t'attires ce que tu crois profondément et que tu visualises, tu vois. Alors, et dans tout, hein, du coup, dans l'amour, dans le sport, dans l'argent, dans le business, etc. Donc, est-ce que je mets une place importante de la spiritualité dans le business? Non. Dans ma vie, oui. Et le business, c'est aussi Mm. ma vie. Donc, globalement, oui. En fait, je pense vraiment, et je l'ai expérimenté personnellement, moi, très fortement ces derniers mois, années, euh, ton niveau de business, il va directement être lié à ton niveau de alignement, je pourrais dire, mais d'évolution globale dans ta vie, tu vois. Mm. C'est pas... Alors, il y a des chanceux, attention. J'enlève les crypto-millionnaires, encore, tous les crypto-millionnaires ne sont pas chanceux, c'est pas du tout ce que je dis, mais j'enlève les gens où d'un coup, il s'est passé un Oui, truc. ils étaient au Tu bon vois, endroit au bon bon moment. endroit, Mm. bon moment. Des gens que je connais qui ont fait, euh, pas par hasard, je veux pas leur enlever leur mérite, mais beaucoup d'argent d'un coup sur des coups. Et même eux, ils ont. Et ils le savent eux-mêmes, et ils le disent, et ils le subissent, parce que très souvent, ceux qui gagnent beaucoup d'argent d'un coup, ils le perdent aussi très Mm. vite. Ils étaient pas prêts, tu vois. Donc je mets de côté le facteur bon moment, bon truc, et sans enlever complètement le mérite à ces gens, tu vois. Mais globalement, ton niveau de présence, ton niveau d'état d'esprit, ton niveau en tant qu'humain, globalement, est étroitement lié avec ton niveau de business. Donc Mm. oui, il faut, en fait, travailler sur soi, c'est travailler sur son business. Tu vois. Totalement. Moi, je crois beaucoup à ça. Mais justement, je suis curieuse de savoir, parce que je trouve que tu as quand même un recul qui est hyper intéressant. S'il y avait une croyance qui, selon toi, devait être absolument changée, ou en tout cas, peut-être une croyance à maîtriser pour un entrepreneur qui a envie d'avoir un certain succès, d'atteindre ses objectifs, de développer un business qui l'anime, qui l'inspire et qui le fait vibrer, ce serait quoi, cette croyance? Oh, celle-là, elle est bien. Ok. Si je dois en donner une, celle-là, pour les entrepreneurs qui aspirent entrepreneurs, débutants entrepreneurs, c'est l'argent, c'est dur. Ah, ouais, en plus, je voulais trop qu'on parle d'argent, donc c'est trop bien. Let's go. En fait, c'est l'argent, c'est dur. Mhm. Faut arrêter avec ça. L'argent, c'est dur dans la conception du monde qu'on t'a appris. Et effectivement, c'est durement gagné quand tu vois un serveur travailler 50 heures par semaine.
prendre 1008 ou 2000 et encore. Je veux pas me faire engueuler sur les réseaux, qu'on me dise pas non, finalement c'est 1002. Bref, je sais pas, mais quand tu vois des gens qui ont des métiers durs et qui gagnent durement leur argent, effectivement, c'est dur. Par contre, il y a une croyance qui est réelle et qui est profondément ancrée encore plus en francophonie, et non, plutôt en France. C'est la croyance qu'il faut s'acharner, qu'il faut travailler dur pour gagner beaucoup d'argent. Bon, déjà, il y a 2 échelles. Qu'est-ce que beaucoup d'argent ? Mais prenons le truc que 90% estimeraient être trop bien. Gagner 10 000 balles par mois. Tu vois ? La plupart des gens que je rencontre, lambda, ils se disent, bah, si je prends 10 000, je suis bien. Tu vois ? Et ils vont associer 10 000 à toutes les choses qu'ils connaissent. Donc au salaire du serveur, de la vendeuse, d'un assistant chef de projet, d'un technicien de surface, d'un ingénieur. Et à côté, ils vont assimiler toute la difficulté que c'est de faire serveur ou de faire docteur, tu vois, les 11 ans d'études, etc. Et quand tu décides d'entreprendre, il faut comprendre que tu es dans une autre matrice. Tu n'es pas dans cette matrice-là de un diplôme votant, un nombre d'heures votant. Tu es dans un truc de malade. Et tu vois, on est tous les deux beaucoup dans les Émirats. Il n'y a plus de règles. Il n'y a aucune règle. C'est-à-dire que si tu entreprends, à partir de maintenant, il faut bien que tu comprennes que c'est pas parce que tu travailles dur ou que tu le mérites que tu vas gagner de l'argent. C'est en faisant les bonnes choses, en apportant la bonne valeur au bon endroit sur ton marché. Et en fait, je le vois des gens qui sont esclaves d'eux-mêmes, qui sont sortis du salariat pour être salariés de eux-mêmes et qui se mettent des coups de fouet, s'auto-fouettent, tu vois, ou ils sont contents quand ils ont fait une grosse journée ou quand ça a été dur et ils se disent « Ah, ça va payer ». Je suis désolé de te le dire, ça va pas payer. Ça peut payer, hein, mais c'est pas systématique. Donc voilà, la grande croyance à s'enlever, c'est que l'argent, c'est dur. Oui, dans le monde salarial tel qu'on le connaît, classique, c'est dur. Il faut travailler pour gagner, etc. Dans le monde entrepreneurial, il n'y a plus de règles. Donc tu peux travailler très dur et rien gagner. Zéro, walou, peanuts. Et tu peux travailler différemment, tranquillement, au bon moment pour toi et faire des millions d'euros, tu vois. Parce que tu travailles sur les bonnes choses. Exactement. Et tu vois, ça me fait penser à une croyance que mes clients ils me partagent parfois, et je pense que les tiens, ça doit être pareil. C'est si je souffre pas, je mérite pas de gagner de l'argent. Comment est-ce que tu abordes cette croyance-là ? Si je ne souffre pas, il faut que je souffre pour être méritant d'une grosse somme d'argent. Ou en tout cas d'une somme d'argent plus élevée que ce que mes parents, ma famille gagnent. C'est marrant parce qu'on peut même le mettre dans tous les domaines de la vie. Si je souffre pas, je vais pas avoir de l'amour que j'ai besoin d'avoir de mon partenaire, je vais pas avoir l'argent, je vais pas avoir mon corps idéal. C'est dur, hein, le sport. Mais parfois, par exemple dans le sport, c'est juste que tu travailles très mal. Et il y a un mec qui a une méthode, un Américain qui a une méthode avec... Je ne vais pas raconter de conneries, mais tu es tout le temps en aérobie. Donc l'aérobie, c'est que c'est pas très très dur. C'est tous les jours un petit peu. Et à ce qui paraît, je ne l'ai pas fait moi, mais ça cartonne. Et t'en as d'autres qui vont s'acharner, qui vont courir comme des malades, qui vont faire des trucs de fou et qui vont difficilement perdre du poids. Ils vont le perdre et vont vite le reprendre. Et je trouve dans le sport, c'est très vrai. Et dans le business, du coup, pour revenir à ce business, c'est très vrai. Cette croyance-là, elle est trop en nous. Je dois souffrir pour. Je dois connaître le mal pour connaître le bien. Je dois connaître le malheur pour connaître le bonheur. Je crois que c'est même Victor Hugo, je crois, qui disait ça, quelque chose comme ça, qui parlait de seul l'homme qui a connu le mal peut connaître le bien, ou qui a été très malheureux peut connaître le bonheur. Et toi, tu crois pas à ça ? Tu crois pas que... Pas de manière aussi noir et blanc. Tu vois, pas ce truc-là de... Moi, j'y ai cru beaucoup d'ailleurs, en fait. Tiens, j'ai un flash. Parce que je vois encore mon père me le dire, ça. J'ai cru beaucoup, longtemps, qu'il fallait bosser comme un malade pour réussir, qu'il fallait connaître la difficulté, qu'il fallait galérer, il fallait que je sois un loup, tu vois. Il fallait que je souffre. Non, mais vraiment, tu vois, j'ai cru à ce schéma-là, tu sais, la hustle culture, le truc vraiment... Et en fait, c'est pas aussi blanc et noir. Ça veut dire que, ouais, c'est dur. Tu vois, c'est dur, globalement. Peut-être tu pourras me dire l'inverse, mais je connais très peu d'entrepreneurs qui me disent que leur chemin n'est pas dur. Tu vois, les chemins de vie sont durs. Je connais très peu de personnes qui disent que leur vie n'a jamais été dure. Tu vois. Donc, ouais, pour répondre à ta question, c'est que non, t'es pas obligé de souffrir pour gagner de l'argent. Par contre,
tu dois aller en dehors de tes zones de confort, tu dois aller en dehors de qui tu crois être, tu crois aller en dehors de la vision de la vie que tu crois bonne, et donc ça, je pense que c'est un petit peu douloureux quand même. Donc souffrir directement pour avoir de l'argent, non. Et tu vois, maintenant, il y a des mecs qui ont avancé en 2-3 coups de fil, en torse nu à Miami Beach, ils prennent 1, 2, 3, 6, 12, 20, 40 millions d'euros, tu vois. Donc ça prouve bien, là, tu le vois, tu vois. Mais, ouais, il faut quand même être prêt à tout à un prix, quand même. Ça veut pas dire la grande souffrance et se rouler par terre, mais ouais, quand même, tu vois. Ouais, et puis tu vois, je pense à des personnes qui ont eu un modèle familial où leurs parents ont beaucoup souffert, ont beaucoup travaillé, ont pas gagné grand-chose, tu Mhm. vois, et eux, ils sont face aujourd'hui, parce que je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'outils, et on a, tu vois, des personnes comme toi qui ont parcouru le chemin, qui peuvent te créer un raccourci et t'aider. Après, il n'y a jamais vraiment de raccourci, mais quand même, qui Mhm. peuvent vachement te faciliter le processus. Et donc, te permettre de créer un business autour de ce qui te passionne, de ce qui t'anime, de ce qui te fait vibrer. Mais il peut y avoir un conflit interne entre je me sens un peu déloyale envers les valeurs de ma famille qui m'a appris qu'il fallait se donner de la peine. Et puis je vois mon père qui travaille, je sais pas moi, 10 heures par jour et je me sens coupable Mhm. presque de pas faire comme lui, tu vois. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui sont face à ce dilemme-là, tu vois? D'avoir En l'impression qu'ils fait, sont presque en ouais. train de se séparer de leur famille. En réalité, cette croyance, déjà, elle vient de très loin, elle vient de notre culture française, elle vient de nos religions monothéistes, dans le christianisme, etc. On parlait de l'argent plutôt mal. On nous a appris la difficulté de l'argent. Elle vient donc de notre culture. Il faut charbonner Mhm. pour en gagner. Euh, pour celui qui pense ça, déjà, ne t'inquiète pas, tu vas galérer quand même. Tu vois, comme tu l'as dit, et moi je le dis tout le temps dans mes discours, dans mes conférences, dans mes challenges, etc. Je dis tout le temps, et ça va être aussi difficile, tu vois. Non, je leur dis que le monde a changé déjà. Il est plus facile, oh non, clairement, je mets pas de guillemets, il est plus facile de capter l'argent qu'avant, Mhm. tu vois. Et que si la personne que t'aimes, père, mère, sœur, etc., a souffert, t'es pas obligé de souffrir. Mhm. Et ça dans tout, hein. On voit combien de schémas se répéter, des schémas familiaux difficiles, de couples, de relations difficiles, et les enfants refaire la même chose. À toi de briser la chaîne et à toi de réfléchir plutôt à ce qui arrive après et de te dire qu'est-ce que je veux montrer à mon enfant. Mhm. Et moi, personnellement, à mon enfant, je veux lui dire qu'on n'a rien sans rien, et ça, c'est une vérité. Mais que par contre, il n'y a pas besoin de souffrir pour être aimé, il n'y a pas besoin de souffrir non plus pour gagner de l'argent, par exemple. On parle Mhm. du sujet de l'argent ici. Maintenant, évidemment que ça demande du travail, de l'effort, des remises en question. Et c'est ça qui est le plus douloureux, je pense, dans l'entrepreneuriat. Ouais, et je suis curieuse de savoir, toi, c'est quoi là où les croyances que tu as dû changer sur l'argent et ton rapport à l'argent personnellement pour que tu puisses passer de, t'es un débutant, tu vois, tu commences, à quelqu'un qui arrive à générer des millions d'euros, à aider ses clients à développer des business Mhm. dans d'ailleurs n'importe quel domaine et d'avoir cette flexibilité-là et d'être à l'aise avec l'argent parce que je te sens assez à l'aise sur ce sujet. C'est quoi les croyances ou la croyance qui a changé dans ton rapport à l'argent pour que tu puisses Mhm. accéder à ce niveau d'abondance? L'argent, c'est pas dur à en gagner Mm. avec de la bonne manière. Sinon, oui, ça peut être très, 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 très dur si tu prends une pelle et que tu vends des trous dans le sol. Ouais. Il y aura le grosse boîte avec des tracteurs qui vont faire les trous en 2 minutes. L'argent, c'est pas mal. C'est ni bien ni mal. C'est neutre. C'est complètement neutre. T'en fais ce que t'en veux et ne commence pas à te dire non, mais l'argent, ça va me changer. Ça change personne. Ça amplifie qui t'es. Si t'es une bonne personne, en général, tu seras une très bonne personne et tu auras les moyens d'exprimer la bonté que tu as en toi. Si t'es une conne, tu seras une grosse conne. Et ça, dans 100% des gens que j'ai vu passer de pas beaucoup d'argent ou argent normal, gagner 3 000 euros par mois, c'est normal en France, tu vois, à j'ai gagné beaucoup d'argent, dans ma petite expérience, tu vois, ça a toujours été la même chose. Ça amplifie qui tu es. Donc si tu considères être quelqu'un de bien, tu le seras et tu auras plus de moyens de donner, de faire le bien, de créer des choses pour les gens que tu aimes et pour d'autres personnes. Et si t'es quelqu'un de méchant, bah, tu seras super méchant et puis c'est tout, tu vois. Ouais, Donc j'aime bien. retenir ça. Et la dernière chose, les Émirats m'ont aidé dans cette vision-là.
l'argent il est partout. On a l'impression parfois quand on est dans notre schéma, dans notre cercle social, que l'argent il est nulle part, c'est dur d'aller le chercher, tu vois. Ah, Il en manque. il en s'il manque, c'est ça, comme s'il en manquait en France par exemple. Il en manque. Il n'y a jamais eu autant d'argent en circulation, c'est pour ça cette inflation. Là, c'est quelque chose de très macroéconomique que je dis, mais s'il y a de l'inflation aujourd'hui, c'est parce que durant le Covid, l'État a injecté énormément d'argent, donc il n'y a jamais eu autant d'argent en circulation. C'est à toi de le capter pour le gagner, tu vois. Et ça, moi, quand je suis arrivé ça remonte, hein, la première fois que je suis allé, peut-être c'était en 2019, 2020, quand je suis allé aux Émirats, le premier jour, la première chose que j'ai faite, enfin le premier gros truc que je me suis pris dans la tête, c'est, je me rappelle, je me suis assis à Kai Beach, tu sais. Ouais, j'adore cet endroit. Et je me suis mis comme ça, et je regardais les voitures passer. Et moi, j'aime bien les voitures, tu vois. Et je regarde, et je fais, ça, c'est 1 million. Ça, c'est 500 000. Ça, je sais même pas combien ça coûte. L'autre, il passe avec une montre, il y a 1 million au poignet. Et j'ai eu, à cette époque-là, et je pense que ça m'a aidé dans mon chemin, et que ça m'a vraiment débloqué des trucs, je me suis dit, l'argent, il est partout. C'est très et c'est intéressant. juste mon incapacité à moi de le capter. C'est pas l'État ou l'écosystème ou la politique qui fait qu'il y en a pas. Non, c'est juste mon incapacité à moi de le capter. Et en France, il y en a aussi beaucoup. C'est juste qu'en général, les riches sont un peu plus discrets en France, c'est tout, tu vois. C'est trop important ce que tu dis. De se mettre dans un environnement où il y a de l'abondance, ça t'ouvre le champ des possibles et ça te permet de te connecter à cette abondance. Je veux juste rebondir sur un truc que tu as dit. Tu as dit que à ce moment-là où tu te connectes et tu vois qu'il y a de l'abondance partout autour de toi, tu te dis, tu as la réflexion de te dire, en fait, il y a de l'argent partout, il y a de l'abondance partout, mais si j'ai pas de l'abondance au niveau où je veux en avoir, c'est parce que c'est mon incapacité à moi à en capter. Et dans ce que tu dis, il y a une forme de responsabilité radicale des résultats qu'on a. Si je gagne un tel somme d'argent, c'est entre guillemets ma faute, ma responsabilité. Si j'en gagne pas autant, c'est aussi ma responsabilité. C'est quoi le rôle de se tenir radicalement responsable et de pas, entre guillemets, se victimiser dans notre capacité à attirer ou générer plus d'abondance ? Ok. S'il y a bien un truc que je sais, c'est que se tenir radicalement responsable de ce qu'on gagne de manière financière dans son entreprise ou même dans sa vie globalement, ça peut que te pousser à gagner plus. Ça, c'est une certitude. Maintenant, est-ce que c'est une vérité absolue ? Est-ce que je suis en train de dire tu es 100% responsable de ce que tu gagnes ? Non. Pourquoi ? Parce qu'après, au même ordre que tout dans notre vie et dans cet univers, on est sujet à des choses extérieures. On est sujet à, tu vois, moi l'année dernière, j'étais malade, j'ai gagné 10, 15, 40 fois moins d'argent que j'aurais dû et que j'en gagnais habituellement. Est-ce que je suis responsable de ça ? Je pense pas. Tu vois, je suis pas sûr, hein, parce que si on veut pousser le truc jusqu'au bout, on pourrait dire que tu pouvais avoir une super bonne structure, ta structure t'aurait permis de continuer à faire du volume, même voire avoir de la croissance, etc., etc. D'ailleurs, j'en ai appris beaucoup de cette période-là, et aujourd'hui, j'ai une structure beaucoup plus autonome, tu vois. Donc, voilà, pour celui ou celle qui nous écoute et qui est en train de se dire ok, qu'est-ce que je dois comprendre ? Est-ce que si je gagne X euros par mois, c'est complètement de ma faute ? J'ai envie de lui répondre oui. Responsabilise-toi, bordel, tu vois. Surtout qu'en plus, la plupart des gens, ils n'ont pas des ambitions de malade, hein, tu vois. Encore, tu sais, j'ai 2 niveaux d'accompagnement. J'ai des gens qui débutent au tout début et j'en ai d'autres qui sont déjà en activité. Et chez eux, là, on parle de faire 100, 200 000 euros par mois, tu vois. On est dans d'autres ordres d'échelle. Mais la plupart des gens lambda, s'ils gagnent 7, 8, même parfois moins 5, 6, 7, 8 000 euros par mois avec quelque chose qu'ils aiment, ils sont déjà aux anges, tu vois. Donc, prends ta responsabilité d'aller chercher. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas dur. Il faut juste, comme on le disait tout à l'heure, savoir le capter en faisant les bonnes choses. Et c'est trop facile de dire les bonnes choses en apportant un maximum de valeur sur une verticale de marché. Ça veut dire je m'arrête sur un truc où des gens ont un besoin et j'apporte un maximum de choses dessus, tu vois. Ouais, t'apportes de la valeur. L'autre jour, j'ai écouté une vidéo, je suis très curieuse d'avoir ton avis là-dessus. C'était une entrepreneure sur TikTok, une américaine, je crois, qui disait qu'elle utilisait un nouveau langage pour parler de l'argent et elle expliquait que chaque mois, quand elle génère une certaine somme, elle disait, au lieu de dire « j'ai fait 10 000 euros par mois »,
Elle disait, j'ai autorisé 10 000 € par mois à rentrer dans ma vie ce mois-ci. Ok. Et elle expliquait que on gagne les sommes qu'on s'autorise à recevoir. Donc, si je me sens digne de 10 000 € par mois, je vais autoriser et je vais recevoir la somme que je me sens légitime à gagner. Si je me sens méritante de 4 000 € par mois, je vais gagner 4 000 € par mois. Est-ce que, selon toi, on gagne l'argent qu'on se pense méritant de gagner? Ou est-ce que pour toi, ça n'a rien à voir? Si, je pense qu'il y a un rapport direct. C'est juste que pour nuancer un peu ses propos, c'est pas suffisant de se dire je m'autorise. Mais elle dit très vrai parce qu'en fait, en s'autorisant de gagner la somme, on va aussi s'autoriser de mettre les actions en place pour gagner la somme, de dire ce qu'on a à dire pour gagner la somme, de faire ce qu'on a à faire pour gagner la somme. Donc oui, si on va au bout du chemin, effectivement, oui. Et c'est de se dire, ok, c'est possible, et même pas je suis capable. Le je suis capable, il vient après. Très souvent, il vient que quand tu l'as fait. Parce que jusqu'à ce que tu le fasses, tu te dis tout le temps, est-ce que je suis capable, est-ce que non, etc. Donc cherche pas à te dire, je veux pas que... Là, je suis pas en train de te dire, aie confiance en toi. Il faut que tu sois tu es capable de... Non. Tu es autant capable ou pas capable qu'un autre, tu vois. Par contre, ouais, si tu t'autorises, tu vas t'autoriser à te former, tu vas t'autoriser à créer, tu vas t'autoriser. Donc, je trouve ça très vrai. Je trouve ça très vrai. Après, attention à aller un peu plus loin du propos, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mélangent dev perso et magie. Loi de l'attraction, je vais réfléchir. Si tu penses et tu visualises tous les jours, on parle d'argent, donc gagner 20 000 € par mois et que tu fais tous les jours la même chose, tu prends pas les décisions qu'il faut que tu prennes et que tu regardes Netflix tous les soirs, enfin ça peut marcher aussi, mais bref, que tu fasses toujours tes mêmes habitudes, il n'y a rien qui va changer. Donc voilà, c'est s'autoriser et du coup, c'est autoriser tout ce qui découle, à faire les choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, à investir dans ce qu'on n'a pas l'habitude d'investir, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Est-ce que tu peux nous partager une période de ta vie, peut-être récente ou plus lointaine, où tu étais très loin d'être là où tu es aujourd'hui, pour les personnes qui nous écoutent et qui te voient, qui voient les résultats que tu as eus, la résilience aussi que tu as, parce que je trouve que tu as une résilience incroyable, mais qui se disent, peut-être qu'ils se disent, moi je suis tellement loin de ça, tu vois, lui il est résilient, il a tel nombre d'années d'expérience, il a généré un tel somme d'argent, il y arrive parce que machin, et il trouve toutes sortes d'excuses pour expliquer que toi tu y arrives, mais que eux non. Est-ce que tu peux nous partager une période de ta vie où tu doutais particulièrement de toi-même et tu n'étais pas du tout sûr qu'un jour tu pourrais avoir les résultats que tu as aujourd'hui? Je vais pas te mentir, et c'est vrai que c'est pas rassurant pour ceux qui m'écoutent, mais je vais revenir après, j'ai toujours su. C'est, comme je disais, une éducation, déjà, mon père. Tu sais, il faut imaginer... T'as vu le film La méthode Williams? Non. T'as pas vu? C'est les avec sœurs Williams, et le père, c'est Will Smith qui... Voilà. Je l'ai vu. Bah moi, mon père, c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Ah, ok. T'as compris? Donc en fait... Ouais, c'est très clair, ouais. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le film La méthode Williams, c'est les sœurs Williams, Serena Williams et Venus Williams, les championnes de tennis, qui ont un père, et c'est leur histoire vraie, hein. Leur père, depuis qu'ils sont nés, il dit je vais faire de mes filles des championnes de tennis. Et donc depuis qu'ils sont nés, il n'y a pas de doute. On va devenir championne de tennis, tu vois. Donc moi, je vais pas te raconter un truc de non, mais moi aussi, j'y croyais pas. C'est pas vrai. Depuis que je suis petit, je sais que je vais faire un pétard. Est-ce que c'est ton père Par qui contre, a mis cette... il a mis cette graine et après, je l'ai cultivée, évidemment. Il n'y a personne qui peut faire les choses à ta place. Par contre, vrai. on peut te donner un bon terreau, tout d'avoir un mentor. Moi, j'ai eu la chance que ça soit mon père. Ça peut être quelqu'un d'autre, tu vois. Mais voilà, donc moi, personnellement, j'ai pas eu de... Je me suis jamais dit non, mais ça va être trop pour moi. Par contre, j'ai eu plein de moments de doute dans ma vie. Plein, des moments où je doutais pas du fait que j'allais réussir un jour, mais où je me dis putain, c'est là, ça pue, quoi. Ça marche pas comme ça doit marcher, j'ai perdu beaucoup d'argent, etc. Mais pour les rassurer, quand tu te dis non, mais moi je peux pas faire comme lui, ou comme toi aussi, parfois on te regarde, Mariam, c'est exceptionnel ton ascension sur les réseaux, le nombre de gens qui t'écoutent au quotidien, tu fais les choses, tu es une très bonne créatrice de contenu, tu vois, tu m'inspires beaucoup dans la création de ton contenu, etc. Et pour rassurer ces personnes, c'est vrai, tu peux pas être Mariam ou Camille demain. C'est vrai, on va pas...
Mais on t'a jamais demandé de faire ça. On t'a jamais demandé d'avoir les millions d'abonnés que Mariam est là et de faire des millions d'euros comme les sociétés ont pu le faire. On ne demande pas ça. Et toi-même, aujourd'hui, tu ne te demandes pas ça. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu veux juste vivre de ton activité. Et pour ça, c'est faire 4 000 euros par mois, tu vois. Donc, on est très, 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 très loin. Donc, en fait, est-ce que demain, tu peux faire comme je fais, par exemple, demain, non. Mais déjà, va regarder ce que toi, tu as envie de faire. Et en fait, comme on le disait tout à l'heure, le chemin fera que tu t'autoriseras à réfléchir à plus grand. Et un jour, mais moi, je suis tout petit dans l'entrepreneuriat. Tu peux faire 10 fois plus, 100 fois plus. Mais aujourd'hui, là, tout de suite, le simple fait que tu te poses cette question, c'est qu'aujourd'hui, tu n'es pas capable. Donc, juste avance sur ton chemin, réfléchis tout petit, fais petit, et après, grandis avec les choses, tu vois. Ouais, j'aime beaucoup. Et j'apprécie vachement ton honnêteté là-dessus parce que tu aurais pu très bien me raconter un truc un peu mélodramatique. J'aime bien. Mais justement, tu vois, dans ce que tu dis, il y a quelque chose aussi que je trouve hyper important, c'est ne pas trop se comparer au chapitre 10 de 100%. l'histoire de quelqu'un d'autre. 100%. En fait, 100%. Parce que, tu vois, on a vécu tellement de choses avant d'arriver où on est, et il nous reste encore tellement de choses à vivre dans les continuités et dans les prochaines années. Le Kémy ou la Mariam, je pense, qui se compare à toi ou à moi dans 20 ans, on est ridicule à côté. J'espère, tu vois. Bien Parce sûr. qu'on aura évolué, on aura Bien grandi. sûr. Donc, on est tout petit aussi, tu vois. Et aussi, jamais se comparer au leader du marché. Parce qu'en fait, si tu te compares au leader du marché, tu vas automatiquement trouver la petitesse des actions que tu dois faire au quotidien tellement ridicule que tu vas pas avancer. C'est trop petit. Attends, tu vas te comparer à... je prends par exemple Tony Robbins, tu vois, qui m'inspire beaucoup, etc. Il m'est arrivé des fois de me comparer c'est mon inspiration, etc. Et à chaque fois que je l'ai fait, ben en fait, quand tu le fais un peu trop, tu regardes et moi, je suis ridicule à côté de lui aujourd'hui. On n'a pas les mêmes volumes, on n'a pas la même structure, on n'a pas la même histoire. Ça fait aussi 40 ans qu'il est sur son marché. Et en fait, c'est hyper décourageant. Et c'est trop petit de me dire qu'on doit aller chercher 300 000 à 400 000 euros dans le mois prochain. C'est trop petit. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, à chacun son échelle, du coup, mais te comparer à quelqu'un d'autre, ça va pas te porter. Et surtout, aujourd'hui, t'as peut-être même pas envie, tu vois. La plupart des gens qui nous écoutent, c'est assez rare que quelqu'un te dise « Ah, moi, j'ai envie de faire 10 millions par an, ou 100 millions par an, ou 1 milliard, être milliardaire comme Tony Robbins. » C'est extrêmement rare, tu vois. Ouais. Et il y a un sujet aussi sur ça, sur le fait de trouver ses propres objectifs et de trouver son propre chemin et de pas se dire j'ai pas besoin d'être comme Kémy pour être heureux. Je peux faire mon chemin à moi avec, je sais pas, 5-10 000 euros par mois et être 100%. très heureux. Et je trouve que c'est un mode de pensée qui est aussi important. Je l'apprends beaucoup à mes élèves. À chaque fois, je leur dis réfléchissez à votre vie déjà. À votre vie, à votre quotidien. Et en fait, souvent, ils me disent non, mais moi, Kémy, je sais pas trop. Je m'autorise pas aujourd'hui à imaginer que je peux faire 15 000 euros par mois avec mon business. Et comment je peux faire? Je leur réponds toujours autorise-toi pas aujourd'hui. Autorise-toi demain. Mais pourquoi tu veux t'autoriser aujourd'hui? Normal que tu vas pas t'autoriser, t'as même pas encore fait 1 000 euros par mois. Tu peux pas t'autoriser, effectivement. Fais 1 000. Tu verras qu'après, de manière très naturelle, il n'y a pas de magie spirituelle ou de mindset. Tu t'autoriseras à faire 2 000. Et après, arriver à 2 000, tu t'autoriseras à faire 3, etc., etc. N'essayez pas d'avoir toutes les capacités de votre vous futur, parce que les capacités de son soi futur, ils vont venir par le chemin pour y arriver. Donc, ça, je pense, c'est quelque chose et c'est à l'heure ce que je disais quand tu m'as posé la question de qu'est-ce qui freine le plus les entrepreneurs à se développer. Je pense que c'est vraiment, et je reconfirme, la chose qui freine le plus, c'est de vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Avoir déjà le mindset de ce qu'on va avoir dans 10 ans. Non, c'est pas possible. Et c'est OK. Complètement. Je trouve ça hyper inspirant et hyper vrai. J'adore le nom que tu as choisi pour ton programme, c'est Alchimie, c'est ça? Pourquoi est-ce que tu as choisi ce nom? Déjà, pour son étymologie, un alchimie dans l'histoire, c'est quelqu'un qui transforme le plomb en or. Et moi, j'étais
au début de ma maladie, avec les gens qui m'entouraient. Et je leur ai dit, vous inquiétez. Donc à ce moment-là, en plus, on ne sait pas encore trop ce que j'ai. Au tout début, j'ai eu un faux diagnostic qui était beaucoup plus noir que celui-ci, qui était déjà pas très clair. Ouais. Et donc je ne savais pas si j'allais vivre ou mourir ou autre. Et je leur ai dit, bien avant que je pense à l'alchimie, hein, je leur ai dit, je vous promets, je vais transformer cette merde en or. Tu vois. Et je le disais tout le temps. Je le disais tout le temps à ma femme, à mes parents, à mes amis. Je leur disais, je vais transformer cette merde en or. Et pas en or forcément pécunier, hein, en or de partage, de ce que j'ai fait tout le long de ma maladie. Ça va servir, tu vois. Et en sortie de maladie, quand je crée mon nouveau programme, je me dis, j'aimerais que tous les gens que je croise, qui m'écoutent, arrivent un jour à transformer la merde en or. On a tous des merdes, des traumas, des fatalités de vie, des difficultés. Et je suis persuadé que même la chose la plus douloureuse, et je dis bien la plus douloureuse qu'on peut vivre, on peut le transformer en or. D'ailleurs, en fait, on n'a que deux choix. Ça, c'est un plomb qui va nous miner et qui va faire qu'on n'arrivera pas à avancer sur le chemin. Et c'est un autosuicide. Ou soit, c'est de l'or. Et je le transforme. Et je deviens une nouvelle version. Et je le partage. Et j'aide. Et c'est venu de là, et aussi du livre de Paulo Coelho, qui est l'alchimiste, qui rappelle globalement, pour ceux qui ne l'ont pas lu, que le bonheur, il réside dans le chemin et pas dans l'arrivée, parce que des arrivées, il n'y en a pas vraiment. On ne sait jamais quand est notre fin, en plus de ça. Donc, courir après quelque chose, ça permettra jamais d'avoir ce que je disais tout à l'heure, la forme de réussite que j'ai définie, qui est l'acceptation profonde. Ouais, et il y a quelque chose que je trouve très inspirant et qui revient dans différents domaines de ta vie, c'est la foi, en fait. Même quand on t'a fait ce diagnostic, j'ai l'impression que tu avais vraiment une foi inébranlable en ta capacité à justement être un alchimiste. Et même dans l'entrepreneuriat, ce qui a l'air de transparaître, c'est que tu as toujours eu la foi que tu allais être capable de prendre les cartes qui t'étaient données, les ressources que tu avais, et de les transformer en quelque chose de plus grand, de plus impactant. Est-ce que pour toi, la foi, c'est quelque chose qu'on a naturellement ? Soit on a la foi, soit on croit en soi, on croit en quelque chose qui nous guide, ou peu importe. Ou bien est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on peut peut-être développer, ou peut-être se rappeler que cette foi, elle existe en nous, et peut-être qu'on a juste des barrières qui nous empêchent d'accéder à notre foi ? Comment est-ce que tu vois ce sujet-là ? La première partie de la réponse, elle va être dans... non, on est capable de tout créer. Je vais jamais te dire que je crois qu'on est avec quelque chose et c'est fixe, tu vois. Donc tu peux pas avoir la foi, tu peux pas avoir la confiance, tu peux pas avoir X. On peut tous créer les choses, tu vois. Donc dont la foi. Je pense qu'on peut travailler notre foi, tu vois. Et la foi, en fait, soit on la prend de manière religieuse, soit on la prend plus globalement, et ça ressemble à la confiance. La confiance, oui, bien sûr. Et effectivement, dans tout le chemin, j'avais confiance que ce qui m'arrivait était pour le bien. J'avais pas confiance au fait que j'allais survivre. Ah ouais ? Oui, bien sûr. Des dizaines de fois, je pensais mourir, tu vois. Donc, j'avais pas confiance au « non, mais c'est sûr, j'ai la foi, je vais vivre ». Non, mais j'avais confiance que même la mort, à ce moment-là, était quelque chose que je devais pas remettre en question, en fait. C'est mon chemin, j'accepte profondément. Il y a pas de... Tu sais, la difficulté dans la vie, quand tu es dans un endroit quelque part et que tu te sens mal, tout ton mal-être, il vient d'une seule chose, c'est que tu n'acceptes pas profondément la chose en elle-même. C'est que tu veux être ailleurs. Quand j'ai été malade, 95% du temps, j'étais très bien. Malade, hein, physiquement, mais très bien dans la tête. J'ai eu des petits coups très durs, tu vois, de dépression un peu, tu vois, mais sur un an, 10 jours peut-être, il se compte en jours, tu vois. Tout le reste, j'étais très bien. Et en fait, ce qui m'a permis d'être bien, c'est cette foi, et c'est surtout de me dire, c'est là, Kémy, tu devais pas être ailleurs. Je le voyais chez les gens malades, et même chez des gens qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie.
tout leur malheur, il vient du décalage entre qui ils sont et ce qu'ils ont de la vie à ce moment-là, et le délire qui se tape dans leur tête qui pourrait être ailleurs. Effectivement. Moi, toutes les fois, les 10 jours, je te dis 10, c'est peut-être 15, c'est peut-être 5, où j'ai été très mal, c'est les jours où je me disais, putain, Kémy. Oui, juste avant d'être malade, moi, je vivais en Thaïlande, à Koh Samui, une belle maison devant la mer et tout. Je disais, Kémy, tu devais être à Koh Samui, là, en train de faire du bise, être avec ta femme, elle est enceinte, kiffer, faire du snorkeling, et t'es dans ce lit d'hôpital, dans cette chambre stérile. C'est là où il y avait l'angoisse, l'anxiété. L'anxiété, elle vient de là. C'est d'être à un endroit où t'as pas envie d'être. Et que tu te dis que potentiellement, il y a une autre histoire dans laquelle t'es en train de faire du snorkeling en Thaïlande. Tu vois, c'est ça qui est très dur. Tout le reste du temps, quand j'étais bien, c'est que profondément, je me racontais pas d'histoire. Et c'est pas, non, mais à mon âge, j'aurais dû être ailleurs. Non, moi, je devais être là, dans ce putain de lit d'hôpital, tu vois. Et donc, non, la foi, la confiance en ce qui nous arrive, en la vie, c'est ce qu'il y a de plus fort chez l'homme. Et d'ailleurs, il y a des études qui le prouvent, les gens qui ont la foi, mais je pense que c'est plus de la foi religieuse, mais c'est similaire, vivent plus longtemps. C'est prouvé scientifiquement, tu vois. Parce que la foi, elle pousse, la foi, elle grandit. L'âme, la personne que t'es, t'as moins peur. Tu sais que, voilà, c'est là. Maintenant, par contre, j'avais les capacités d'en faire ce que je voulais avec ce que j'avais. Mais pas d'être ailleurs. Ça, tu choisis pas, tu vois. Donc, accepter profondément, avoir la foi que ce qui nous vient est là, mais par contre, prendre la responsabilité d'en faire quelque chose. Je suis pas responsable de ce que je vis, je suis responsable de ce que je crée à partir de ce que je vis, tu vois. Et ça fait toute la différence. À partir du moment où tu comprends que ce que tu vis, t'as un drame. Ton enfant, il meurt. On t'apprend un jour que t'as un cancer de stade 4. On t'apprend un jour que ta maman, elle est morte. T'es pas responsable, tu peux rien faire. Par contre, c'est ta responsabilité de, parce qu'on t'a appris que t'étais malade ou que quelqu'un est mort dans ta famille, de te foutre dans ton canapé et de prendre des mouchoirs et de te victimiser, de te dire ah, c'est la fin du monde et la vie, elle est noire. Dis-le toi, quelques fois, quelques jours. Vas-y, on a besoin de ce moment, tu vois, je pense. Pleure, hurle, sois dégoûté. Mais après, relève-toi. Et viens pas me dire, mais moi je suis comme ça parce que tu sais, quand j'étais jeune, j'ai perdu X ou j'ai été malade. La maladie, elle a détruit mon parcours. Non. T'es pas responsable de ce que tu vis, t'es responsable de ce que tu crées à partir de ce que tu vis. Et ça, moi, ça m'a aidé, mais d'une manière monumentale. C'est très puissant pour moi d'avoir intégré ça. Mais c'est incroyable. Enfin, je trouve que c'est un état d'esprit exceptionnel. Et en fait, t'es réellement un alchimiste, tu vois. Tu l'incarnes réellement. Ce que tu transmets aux gens, tu l'incarnes vraiment. Et je me demande si est-ce que tu as toujours été comme ça? Est-ce que c'est un état d'esprit que tu as appris? Parce que moi, ce que je vois, en tout cas pour ma propre vie, je vois que c'est quelque chose que j'ai appris à développer avec le temps, tu vois. Ou quand j'étais plus jeune, j'étais un peu plus dans le côté victimisant. Je me victimisais pas tant que ça auprès des autres, mais même intérieurement, je le faisais beaucoup. Et je trouve que même si tu le fais auprès de toi-même, comme tu dis, on a tous besoin d'un moment, je pense, où on doit se lâcher et juste extérioriser. Mais parfois, tu vois, on peut rester dans ce truc-là pendant longtemps, sans même en parler aux autres. On peut juste, à l'intérieur de nous, se dire, mais pourquoi moi et machin et tout ça, c'est horrible. Et aller voir vraiment tous les aspects négatifs. Est-ce que tu as toujours été comme ça ou est-ce que tu as développé cet état d'esprit Ça s'est développé. Ouais. Ça s'est développé. En fait, je pense qu'il faut arrêter de croire, et ça c'est vraiment pour rassurer les gens globalement qui se trouvent, qui se croient, qui se trouvent inférieurs, tu sais, il y a personne qui est né avec la lumière. Enfin, il y a peut-être des prodiges dans leur art, etc. Mais globalement, il y a personne qui est né avec un coup de baguette magique sur la tête et la nana, elle naît gratitude, contemplation, acceptation totale de la vie. C'est pas vrai. Donc, non, c'est le chemin. C'est l'éducation. Ça en est pour beaucoup et c'est pour ça que dans l'éducation de ma fille, je suis très... alors, je me prends pas trop la tête. Mais par contre, je réfléchis beaucoup à ce que je dis, à ce que je montre. Parce que je trouve que tu forges vraiment... j'en sais rien, je dis ça comme ça, mais peut-être 50% de qui va être la personne, tu vois. Si ce n'est plus, j'ai pas de stade du tout, mais je trouve que c'est trop important. Donc, il y a l'éducation et après, il y a le chemin de vie et la volonté, en fait. Tu vois, la volonté,
ce qui manque à beaucoup de personnes, c'est la volonté. C'est vrai. C'est de les... J'ai envie de les prendre et de dire, allez, vas-y, fais ce que tu dois faire, dis ce que tu dois dire, vis ce que tu dois vivre, vas-y. Et souvent, c'est parce qu'ils ont peur de mourir. La peur de la mort, elle vient gâcher la plupart des rêves. On se fait très souvent, quand on veut faire quelque chose de nouveau dans notre vie, on se fait très très souvent le worst case scénario, tu vois. Ah, mais moi, si je pars réaliser mon rêve d'aller vivre en Australie, imagine, je trouve pas de taf et je reviens, y a plus d'argent. Je fais quoi? Et dans la tête, l'ego, le mental, notre cerveau primitif qui fait de nous un être qui a peur de faire des choses nouvelles, qui fait de nous un être qui cherche juste à manger, boire, dormir et se reproduire, il nous dit qu'on va mourir si on fait ça. Nous, notre cerveau, il nous aide pas beaucoup. Alors, on a plein de trucs qui nous aident, mais notre cerveau, il nous aide pas beaucoup. Il a très peu évolué depuis 1 million d'années, 1 500 000 ans, il a très peu évolué. Et on a ce qu'on appelle le cerveau primitif qui nous dit, à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, coco, cocotte, ne fais pas quelque chose de nouveau, c'est dangereux. Notre cerveau, il est câblé, pas pour nous faire vivre, mais pour nous faire survivre. Il est câblé dans ça. Son seul but, il se réveille le matin, c'est il doit survivre. Manger, boire, dormir, se reproduire. Manger, boire, dormir, se reproduire. C'est tout ce qu'il veut de nous, notre cerveau. Et donc, à chaque fois qu'on va rêver à quelque chose de nouveau, un sport, une relation, un vivre ailleurs, une entreprise, l'entrepreneuriat, on a une petite voix dans notre tête, et là, vous devez, ceux qui nous écoutent, ils doivent se le dire. Ah, mais c'est dangereux. Ah, mais si, il y a ça. Ah, mais si, je perds ça. Et on est câblé pour ce worst case scénario parce que nous, on est censé être dans une tribu, plaire à tout le monde, parce que si on se fait rejeter, on nous jette de la tribu, et l'autre tribu, elle nous mange, ou il y a un animal, on peut plus se défendre. Donc on est câblé pour plaire aux autres de la tribu, d'où ce besoin de reconnaissance, ce besoin de validation des autres. Et on est câblé pour pas faire trop de choses nouvelles. Et il n'y a que quand tu comprends ça, et ce qu'on appelle la méta-réflexion, prendre conscience de ce que je pense, des idées qui viennent dans ma tête, il n'y a que quand tu conscientises ça que tu reprends le pouvoir. Et que tu arrives à un moment à te dire, et cherchez pas à passer du tout au tout, à faire des trucs de malade, hein, commencez par un petit truc, mais où tu commences à te dire, ah ça c'est mon cerveau qui me joue des tours, t'inquiète pas cocotte ou coco, tu vas pas mourir. Et même si tu vas en Australie, et que tu trouves pas de taf, et que tu reviens bredouille ici, il y a très peu de chances que t'en meurs. Au pire, tu vas chez McDonald's, tu mets ta casquette, tu fais des frites pendant 6 mois, et tu ressors un peu la tête de l'eau et après tu essaies de réfléchir à une autre option, tu vois. Donc c'est vraiment la peur de la mort parce que notre ego, notre mental, notre vieux cerveau nous dit si tu fais ça, tu vas mourir. Et quand tu comprends ça, quand tu prends conscience de cette chose, c'est à ce moment-là où tu arrives à avoir de la volonté et que tu arrives parfois, et même souvent en vérité pour tout le monde, il n'y a pas quelqu'un, ah bah lui ça va pas marcher pour lui ou pour elle, tu vois. Tu arrives à faire des choses nouvelles et à prendre une nouvelle trajectoire de vie. Ça veut pas dire changer du tout au tout, parce que le cerveau, le corps n'aime pas ça, mais aller tout doucement vers quelque chose de mieux, tu vois. Ouais, j'adore. Ouais. C'est très, très, très vrai. C'est réussir à briser un peu cette illusion-là du mental et du cerveau qui nous garde dans un état de sécurité. Bien sûr. Et il n'y a rien qui se passe dans cet état. Ouais. C'est moyen, tu vois. Et quand tu arrives face à la mort, dans un moment de doute où tu penses vraiment que tu vas crever, tu vois, cette fois pour de vrai, tu as envie de dire tout ce que tu veux. Mais s'il y a bien un truc que tu veux pas dire, c'est que ta vie, elle était moyenne, tu vois. Ça aussi, c'est une leçon que tu tires de cette période, je pense. Ouais, ça c'est... de vivre pleinement ouais. et de... Ouais, c'est d'aller à fond. C'est d'aller à fond parce que, tu vois, on n'a qu'une seule vie, qu'une seule chance d'être heureux. Il faut pas la gâcher, quoi. Parce que, bon, on n'est pas sûr de ce qui se passe après. Tant mieux, hein, s'il y a un paradis et tout. Waouh, ce serait dingue, tu vois. Moi, quand j'étais à l'hôpital, tu sais, j'ai remis en cause ces questions-là, tu vois. Et je me les suis posées quasiment pour la première fois. Et je me suis dit, waouh, tant mieux, ce serait dingue, tu vois. Mais partons du principe que pour l'instant, on n'est pas sûr, donc il n'y a pas. T'attends quoi, tu vois? C'est vrai. T'attends quoi? Et parfois, c'est... Tu sais, on le voit souvent. Et d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose que tu maîtrises bien. Parce que ces derniers mois, semaines, mois, je t'ai vu parler beaucoup de la discipline. Et on le voit souvent, les gens,
ils essaient, donc soit ils font rien, soit ils essaient de passer du tout au tout. Tu sais, violent quoi. Tu vois, j'ai jamais rien fait, et là je veux faire 7 jours sur 7 du sport. J'ai jamais rien fait, et là je veux être business girl et gagner 10 000 € par mois. Et en fait, pareil, c'est un peu comme les résolutions de Nouvel An, ça, c'est difficile pour que ça s'implémente. Pourquoi ? Parce que toutes les cellules de ton corps, ils refusent. Donc, un petit tips à retenir, c'est que changer petit à petit, pas à pas, tu vois, va doucement. Ça ne veut pas dire de ne pas être en mouvement, surtout pas. C'est pas une excuse pour pas faire, mais c'est plutôt un chemin que moi je l'ai vu dans ma vie avec ma petite expérience et les élèves que j'ai accompagnés. À chaque fois qu'ils ont voulu, tu sais, le truc le spectaculaire, c'est très difficile, tu vois. Et ça marche parfois, mais faut y aller, tu vois. Complètement, complètement. J'ai un rituel de fin de podcast où tu pioches une carte et tu dois répondre à la question le plus honnêtement possible. Ok. La question que tu pioches. Oh, c'est sympa ça. Quel challenge traverses-tu en ce moment en silence ? Fou. Il y en a plusieurs. Je vais parler du principal, qui est celui de la paternité. Je suis récemment devenu père, depuis 1 an et quelques. Et en ce moment, j'ai cette question à laquelle je n'ai pas de réponse encore. Et c'est un vrai challenge chez moi du juste milieu. D'être là, mais de quand même être aussi dans ce que j'aime pour moi, mes business. Et tu le sais, l'entrepreneuriat, ça demande du temps. Ça demande du travail, ça demande de la concentration. Et ma fille, elle grandit trop vite, tu vois. Ça me choque à quel point elle grandit. Et il y a des jours où je suis capable d'avoir une pensée dans ma tête de « Oh, je serais bien pépère et jouer avec elle toute la journée. » En même temps, mais pas du tout. Je détesterais jouer toute la journée avec ma fille, tu vois. Je suis pas... j'ai pas l'envie, tu vois. Et j'ai des ambitions, j'ai d'autres projets. Et pas que des projets entrepreneuriaux, des projets sportifs, des projets personnels. Et c'est un vrai challenge chez moi de comprendre, à organiser. C'est mon premier enfant, j'aimerais en avoir plusieurs. À me dire, OK, comment je dose ? Parce que le business, si tu veux en faire, ça peut prendre 12 heures par jour, tu vois. Même plus, c'est trop. Tu t'arrêtes pas, tu vois. Comment je dose entre ces ambitions, cette envie de grandeur, d'impact, ma vie de famille, ma vie de couple, ma vie de moi tout seul, pour moi. Et c'est un vrai challenge que je traverse. C'est la première fois que mon équilibre de vie est remis autant en cause avec cette nouvelle parentalité, tu vois. Je suis curieuse de savoir pourquoi c'est un challenge que tu traverses en silence. Parce que j'ai pas l'occasion d'en parler, déjà, premier point. Et deuxième point, parce que tu sais, il y a ce truc-là où en tant qu'homme, je pense, avec un petit H, on a envie de montrer le contrôle. Tu vois ? Beaucoup de femmes aussi, mais l'homme, il est encore plus important, ce truc-là de « Ah, t'inquiète, je gère ». Tu vois ce truc comme truc ça, là, tu vois ouais. Alors que parfois, non, tu gères rien du tout, il pète partout, tu vois. Donc, je pense que, ouais, c'est pour ça. Et deuxième point, j'ai compris parfois qu'il y a des choses qui doivent se régler seules. C'est fou, parce que aller demander de l'aide à quelqu'un, je le conseillerais tout le temps à tout le monde. Mais parfois, il y a des petites choses qu'il faut régler seul, tu vois. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est vrai. J'ai adoré notre discussion, franchement, c'était trop intéressant. Merci vraiment du fond du cœur. On te retrouve partout sur Instagram, YouTube aussi, TikTok. De toute façon, on va mettre tout en dessous et ton programme aussi Alchimie, on mettra le lien si les gens veulent plus d'infos. Trop cool. Merci Mariam. Beaucoup, Kevin. Merci.